Merci, Président. Alors effectivement, tu as eu raison de dire que le salon littéraire organisé par Tous Créoles au mois d'août a été l'occasion d'avoir un éclairage sur des auteurs qui étaient moins connus. Mais je dirais, s'agissant de Valérie Trodal, qu'elle n'était peut-être pas connue de nous, je dirais, de Tous Créoles et de certaines personnes qui sont autour, mais que Valérie Trodal écrit depuis 2010 et qu'elle a été dans des salons, pas seulement à la Martinique, mais elle a participé au Salon du Livre de Paris. Donc l'audience de Valérie Trodal a dépassé les limites de la Martinique et c'est nous qui avons tardé à reconnaître Valérie et nous sommes très contents que le salon littéraire nous ait permis de découvrir une autrice comme Valérie Trodal. Et en fait, en regardant, en lisant ce que Valérie a écrit, même si j'ai pas tout lu, en lisant certaines interviews, on se rend compte que Valérie Trodal est, ce qui m'a frappé, je pense, d'abord une femme d'engagement. Parce que c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle, mais qui a une passion pour la lecture et l'écriture, nous dit-elle, depuis sa plus tendre enfance, puisqu'elle a commencé dès l'âge de 8 ou 9 ans à écrire des scénettes pour sa petite sœur. Et au fil des années, elle a considéré qu'il fallait mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et cette conscience très tôt d'utiliser la littérature pour mettre des mots sur les mots, cela s'est traduit à la fois pour l'histoire personnelle de Valérie Trodal, mais aussi l'histoire en général. Et c'est ainsi que nous allons nous rendre compte que les genres utilisés par Valérie sont variés. Valérie Trodal dit qu'elle aime les défis, et cela se voit puisque si elle commence par la poésie, elle va continuer avec les romans et sa dernière publication est un conte, sans compter le fait qu'elle écrive des poèmes qui vont inspirer certains à les mettre en musique et que cela va constituer des paroles de chansons. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui nous offre un panel qui est un panel très riche. Alors, pour rythmer cette conversation que nous avons avec vous, j'ai proposé à Valérie, et Valérie nous a proposé de rythmer en 3 parties. Nous allons d'abord aborder la poésie, ensuite nous allons passer au roman, et après, nous allons terminer par le conte, puisque c'est sa dernière publication. Et commençant par la poésie, je voudrais signaler que, effectivement, le premier recueil de poèmes de Valérie Trodal s'intitule Paroles de femme, Regard de femme. Et cet ouvrage contient plusieurs parties, certaines qui sont, je dirais, qui relèvent plus de la vie intime, et d'autres qui concernent les questions sociétales. Et Valérie aura un deuxième recueil de poèmes qui sera plus dédié à son fils, Yuri, qu'elle va perdre dans des circonstances un peu tragiques. Et cet art de la poésie et cette approche de la poésie va faire aussi que Valérie, qui est une femme d'engagement, comme je l'indiquais, va participer à des concours, et notamment en 2025, Valérie Trodal va participer au mois de mai, d'ailleurs, tous les deux, à un concours qui est organisé par la ville du Lorrain et par Cap Nord, et elle va obtenir le 2e prix de ce concours. Et elle va également participer à un concours organisé à l'occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon. 2025, c'est l'année Frantz Fanon, et elle va faire un poème à cette occasion, un poème pour lequel elle obtiendra le 1er prix.
La question, moi je vais vous inviter, je vais demander à Valérie de nous entraîner sur ce chemin de la poésie et je vais lui poser déjà une première question. Est-ce que la poésie, puisque son premier recueil est un recueil de poésie, est-ce que c'est d'emblée ou bien qu'est-ce qui l'a amené à choisir la poésie pour commencer à publier? Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de me recevoir ici ce soir. Merci à tous les membres de l'association Tous Créoles, l'organisation. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc, premièrement, effectivement, la poésie, c'est une partie importante de ma vie parce que j'estime que tout autour de nous, tout est poésie. Moi, je vois la vie comme ça. Malgré l'adversité, malgré tout ce que j'ai pu traverser jusqu'à ce jour, je n'ai pas perdu cette petite notion, ce petit œil qui me permet de voir la beauté des choses, la beauté de la nature, de tout ce qui nous entoure. Et de ce fait, j'ai une forme d'inspiration qui intervient et qui me permet d'écrire des textes. Donc, moi, je ne me force pas à écrire quoi que ce soit. C'est quand l'inspiration est là, je sens que ma tête est pleine et qu'il y a un vivier de mots qui sortent et je me mets à écrire, je lâche tout ce que je fais, je me mets à écrire et c'est toujours un plaisir de d'écrire des choses parce que j'ai l'impression que tout a été déjà dit et pourtant j'arrive à dire des choses avec mes mots, avec mon vécu et ça arrive à toucher des gens qui se sentent comment dire qui se retrouvent dans ce que je dis. Donc la poésie, j'ai démarré dans l'adolescence parce qu'effectivement, comme Daniel l'a dit, j'avais commencé à écrire des petites scénettes pour ma défunte petite sœur. Donc, j'avais commencé par des récits. Je faisais même des petits théâtres d'improvisation avec les poupées. Bon, j'avais l'imagination très féconde déjà parce que ma mère, elle aimait lire. Elle s'était abonnée à un club de lecture, donc on recevait des ouvrages régulièrement. Et du coup, bon, dès que j'ai fini de dévorer les ouvrages pour enfants, j'allais en cachette piocher dans sa réserve. Et donc très tôt, j'ai commencé à lire des ouvrages qui étaient peut-être pas de mon âge, mais qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et c'est naturellement que je suis mise à la poésie durant l'adolescence. Donc, j'ai souhaité commencer par la poésie parce que en fait, ce sont les premiers textes que j'ai montrés autour de moi et pour lesquels j'ai eu des retours positifs. Parce que le roman, c'était plus secret. C'est bizarre parce que c'est vrai que la poésie, c'est un peu plus intime, mais moi, j'avais plus de mal à montrer mon premier roman. Donc, quand j'ai eu des retours qui étaient positifs sur la poésie, je me suis dit pourquoi pas. Donc, je me suis lancée et j'ai cherché une maison d'édition en France qui avait accepté de me publier. Donc, j'ai eu le temps de faire quand même, peut-être j'ai travaillé avec eux une année à peu près. Et quand j'ai sorti le roman, là, ça a coincé parce que mon roman faisait 400 pages, ils voulaient le vendre 32 € et moi, ça me plaisait pas du tout. Pour un auteur inconnu, un ouvrage à ce prix-là, ça me gênait. Donc, du coup, j'ai tout cassé et je suis en auto-édition depuis. Donc, je refais sortir mon premier recueil de poèmes dans lequel on va trouver 70 textes à peu près, dans lesquels j'ai laissé des textes que j'ai écrits justement durant l'adolescence. C'est pour qu'on voit l'évolution dans la façon d'écrire et de penser. Parce qu'au début, quand on est jeune, on a un autre regard sur le monde. On est impulsif, on dit les choses comme on les ressent. Et au fur et à mesure, en grandissant, on va être façonné un peu par le monde qui nous entoure et on va mettre des filtres, on va faire attention, on va dire les choses différemment. Et notre regard va aussi s'ouvrir, puisque quand on est adolescent, on est un peu nombriliste, hein, on pense qu'à soi, qu'à sa vie, et les réactions peuvent être un peu violentes. Et au fur et à mesure, voilà, dans ma vie, après, je suis devenue une femme, je suis devenue mère,
Et après, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il y avait autour de moi, donc la société, l'histoire de la Martinique, etc. Et c'est vrai que on peut dire que je suis engagée sur certains de mes textes. Il y en a qui sont plus légers, mais j'aborde tous les thèmes qui me viennent à l'esprit selon l'inspiration. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez active dans ce domaine. J'ai été la marraine d'un concours de poésie pour les enfants aussi. Et ça a été une très belle aventure. Les enfants aussi ont beaucoup de potentiel. Donc, si on peut les aider, ça aussi, je pense qu'il faut à tout prix les aider à ce niveau-là. Ça leur permet de s'exprimer, de libérer leurs émotions, parfois de nous faire partager certaines choses, certaines difficultés qu'ils rencontrent. Donc, je vais pas vous raconter vous décrire toutes les qualités de la poésie, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve formidable et dans lequel j'ai trouvé un espace qui me permettait d'exprimer mes sentiments et la plupart des messages que j'avais à faire passer. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé par la poésie. Alors, avec Valérie, nous avions convenu, enfin, je lui ai proposé, plus exactement, avant d'aborder la question du roman, qu'elle choisisse un de ses poèmes et qu'elle nous le lise pour que nous puissions le découvrir. Alors, je vais vous présenter le poème qui a eu le premier prix cette année, donc au concours organisé par le CNFPT de la Martinique dans le cadre du centenaire de la naissance de Frantz Fanon. Il fallait écrire sur la vie et l'œuvre de Frantz Fanon. Donc, généralement, j'ai commencé à écrire les textes en français. Et pour la petite histoire, donc je suis née en Martinique. Je suis partie rejoindre mes parents en France quand j'avais 3 ans. Donc, je suis revenue en Martinique, j'avais une dizaine d'années. Et bien sûr, quand j'ai voulu parler créole, on se moquait de moi parce que j'avais un accent. Et ça m'a freiné net. Je parlais pas. Mais j'entends, hein, je comprends tout ce qui se dit, mais je parlais pas. Donc, du coup, j'ai eu du mal à m'y mettre, à parler, à écrire en créole. Et l'écriture, ça a été plus facile. J'ai écrit en créole avant de vraiment parler, parce qu'au moins, quand c'est écrit, voilà, il y a moins de critiques. Et puis, en grandissant, maintenant, je suis arrivée à un âge où voilà, je m'en fiche un peu de ce que les gens disent, que j'ai l'accent ou pas. Donc, j'ai envie de m'exprimer, je m'exprime. Donc, du coup, ce texte, il est en français et en créole parce que aussi, j'ai tenu à rendre hommage à Fanon, qui était martiniquais et qui vivait en Algérie. Et il représentait le gouvernement français. Et pourtant, c'était un rebelle puisque la nuit, il aidait les Algériens dans leur lutte, il les recevait, il les soignait, etc. Parce que effectivement, avant de participer à ce concours, je suis allée voir le film aussi, et ça m'a aidé. Et franchement, j'ai douté énormément et j'ai écrit ce poème 2 jours avant la date limite à laquelle il fallait envoyer les textes. Donc, j'y croyais pas du tout. Et j'ai été surprise du résultat. Donc, je vous le présente. Mon texte s'intitule Fanon. Nul n'est prophète dans son pays, sans mentir. Parole l'a dit et bien dit. Mais là, regardez, ça qui fait par l'autre beau pays, tu découvres la grandeur de cet enfant béni. Avec humilité et simplicité, il prend tant coûter petit, et petit coûter grand avant y parler. Il prend tant cabéché avant y lever gaoulé, ardent défenseur de l'homme bafoué. Martinique, Algérie, 2 colonies. Ravette panier raison devant poule, alors, Pouchi. Profitation en les peuples là qui a dans l'en misère cri. La domination dans toute sa vilainie. Restaurer l'homme dans sa dignité, divini Ishnou, c'est celle bagaille qui comptait. Les mangous prend pitié ou la caplérer. Et défier la malchance, refuser la destinée. Franz se chance chez lui alors qu'il est d'ici. Petit pays qu'a fait vaillant guerrier, mes amis.
Rouleau Bravo, matchait, philosophe, docteur l'esprit. Il a redonné l'espoir aux victimes de barbarie. Peau noire, masque blanc, dualité qui ne l'a jamais quitté. Yo dit, si l'on vend la tchepoule penchée, mais et puis, panisouel serré, la journée, il a djeri français. L'ennui, c'est peuple-là, il a sauvé. Dissident, héros au charisme fascinant, anticolonialiste assumé. Contre l'injustice, il est allé jusqu'au bout de la psychiatrie. J'avais Choumel qui prend plomb, c'est ça il a toujours dit. Mais il arrivait comprendre qu'il y a dans un fait la violence tala, toute capri. Nul n'en sort indemne. Colon, colonisé et tutti quanti. La leucémie foudroyante, la maladie aura raison de lui et de cette Algérie si chère à son cœur. Il ne verra pas, lui qui a tant lutté, l'indépendance des damnés de la terre au grand jour révélé. Même si yoterei là-bas, c'est ici à Ivoijou, pas jamais oublier ça. Merci beaucoup Valérie. Alors donc nous allons aborder maintenant un autre aspect de ton talent qui est celui du roman. Alors il y a 2 romans. Le premier qui s'appelle Les témoins de Jéhovah. Alors quand j'ai lu le nom pour la première fois, je l'ai lu, j'avais pas le livre à la main, et donc tout de suite on s'imagine que c'est un livre, un roman qui parle de religion et qui parle des témoins de Jéhovah. Pas du tout, pas du tout. Il s'agit, c'est écrit en 2 mots, Jého et Va, parce qu'il s'agit du mariage de personnes qui ont été les témoins de Georges Va, qui était ses témoins. Donc Georges, son surnom c'était Géo, et son nom c'est Va. Donc cette façon de tourner le titre, c'est un côté un peu facétieux de la plume et du caractère, je crois, de Valérie, parce que on a l'impression que de temps en temps, elle aime bien se jouer des mots. Et c'est donc quand on sait ça, donc on va découvrir, on va rentrer dans une histoire qui va nous amener, j'allais dire, c'est presque un roman policier. Donc c'est une particularité. Tandis que le deuxième roman, qui est une trilogie, une trilogie qui s'appelle La faute des pères. Alors donc c'est déjà ça accroche, on se dit, mais ça peut résonner déjà avec un certain nombre d'histoires personnelles. Et le premier tome s'appelle Les jardins secrets. Et ça démarre avec l'histoire d'une lycéenne qui va être confrontée à la question de ses origines. Alors, avant que tu nous dises pourquoi le roman, pourquoi ces différents genres, je dirais aussi, est-ce que la fiction, en utilisant le roman, ça te permet de passer à d'autres messages que ceux qui étaient dans la poésie, ou bien c'est simplement, comme tu l'as dit tout à l'heure, selon ton inspiration, c'est le roman qui t'a inspiré, ce genre-là, à un moment donné, et que donc tu l'as produit. Alors, oui, effectivement, j'ai un petit côté facétieux, comme tu le dis. J'aime beaucoup les jeux de mots, ne serait-ce que le nom que j'ai donné à ma maison d'édition, La Belle Créole. Donc, on a les 2 aspects, la belle créole, la belle femme créole, et le label créole. Donc, là encore, ça montre bien que j'aime bien tout ce qui peut porter à confusion, ou qui peut, en tout cas, amener à réfléchir. Donc, pourquoi le roman? C'est venu naturellement, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé très jeune à écrire des petites histoires. Donc, quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert la littérature antillaise. Je connaissais pas du tout, puisque vu qu'on vivait à Belfort, pour moi, les références du créole, c'était la compagnie créole, Cassave, Mona, on écoutait du Mona,
et Francky Vincent. Donc, c'est pour vous dire. Et donc, en arrivant ici, ça a été un choc de découvrir tout ce qu'il y avait, tous les auteurs. Et j'étais vraiment un petit rat de bibliothèque. Hein. J'étais toujours fourrée au CDI, à la bibliothèque, partout. Et je passais mon temps à lire. Et quand je suis tombée sur l'Apofarine, oh là là, ça a été un coup de cœur. C'est jusqu'à maintenant, hein, je crois que c'est mon livre préféré. Et je me suis dit, si je pouvais écrire quelque chose comme ça, qui fasse ressentir des émotions et qui soit accrocheur, franchement, j'aurais aimé. Voilà, ça a été, je crois que le déclic. Mais malgré tout, hein, on propose des choses, mais ça n'arrive pas forcément comme ça, puisque mon cerveau avait décidé que c'était de la poésie que j'allais écrire. Donc toute l'adolescence, ça a été de la poésie. Et mes romans, je les ai écrits vraiment après la naissance de mon premier fils. Donc j'avais une vingtaine d'années. Et du coup, donc j'ai eu l'inspiration comme ça, coup sur coup. J'ai écrit 7 romans qui sont, c'est des premiers jets que je mets sur des cahiers. Donc là, j'ai mis 7 cahiers et ensuite, j'ai commencé un travail de réécriture. À ce moment-là, quand on fait la réécriture, on peaufine les personnages, on rajoute des anecdotes, on développe l'intrigue. Et à ce moment-là, voilà, j'arrive à avoir des ouvrages qui sont plus conséquents. Et bien sûr, entre-temps, on grandit, on mûrit, on a des expériences de la vie. Et j'ai une prédilection pour les ouvrages, les romans policiers. Donc, j'ai commencé, c'est vrai, je lisais beaucoup d'Agatha Christie. Là, maintenant, je suis dans ma phase Harlan Coben. Donc, je pense que ça influence un peu sur mes écrits. Donc, mes romans antillais, on va retrouver ce petit côté policier, l'intrigue. Et effectivement, quand on veut développer ça, il faut avoir de la place. Donc, je n'arrive pas à faire des romans de 150 pages. Oui, désolée. Mais j'ai tellement de choses à dire, envie de partager tellement de choses que voilà, je me laisse un peu déborder par ma passion. Il faudrait que j'arrive à maîtriser ça. Mais donc voilà, pour l'instant, c'est ainsi. J'écris des romans qui parlent de la Martinique, qui parlent aux Martiniquais, de choses, c'est toujours de la fiction, mais il y a des anecdotes qui sont réelles. Quand je parle de l'histoire de la Martinique, j'ai quand même fait quelques recherches pour ne pas être en décalage et dire n'importe quoi. Mais c'est vrai que je me suis amusée à écrire certaines scènes, à décrire certains traits qu'on m'a par la suite reproché, ne serait-ce que dans les témoins de Jéhovah. On m'a dit oui, mais c'est pas bien, tu te rends pas compte, tu mets en avant le caractère volage des Martiniquais. J'ai dit attends, les Italiens aussi sont connus pour être infidèles, donc je vois pas où est le problème. De toute façon, il y en avait pour tout le monde en a pris pour son grade. Hein. Les hommes comme les femmes, il y en a qui sont infidèles, il y en a qui sont sérieux, il y a de tout dans le monde. Donc c'est une composante de notre société, il faut faire avec. Et moi, j'aime bien quand même décrire le réel, même si je pars dans la fiction, mais j'aime bien me baser sur du réel, sur des choses qu'on peut reconnaître, des lieux qu'on connaît. Et je crois que ça aussi, ça plaît à mes lecteurs de découvrir des histoires qui auraient pu se produire dans des lieux qu'ils connaissent. Donc, les témoins de Jéhovah, la fiction, l'histoire se déroule dans la commune du Robert, au Verpré. Donc, les gens, ils ont apprécié de reconnaître des endroits que j'ai décrits. Et j'ai aimé rajouter des enfants dans cette histoire parce que mes enfants aussi, des fois, ils me surprenaient avec les bêtises qu'ils pouvaient dire. Et j'ai trouvé ça amusant, donc je me suis dit, je vais le rajouter dedans, puisque c'est un peu un thriller. Donc je voulais pas que ce soit angoissant. Donc il y a des petites parties qui sont drôles dedans aussi. Ça permet de détendre l'atmosphère et on repart sur l'intrigue et voilà. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cet ouvrage. C'est vrai que le titre choque toujours. On m'a dit il fallait pas faire ça. Hein. Tu vas te réduire le nombre de tes clients, etc. Les gens voudront pas lire. J'ai un défaut, je suis un peu têtu, donc quand j'ai une idée en tête, j'y vais, il y a rien à faire.
Donc voilà, et puis au final, les gens qui ont lu l'histoire ont compris le pourquoi du comment, et j'ai eu de très très bons retours dessus. À tel point que lors d'une présentation, j'ai eu un lecteur qui m'a dit ouais, mais je comprends pas, mais votre méchant, il est pas si méchant que ça parce que il va aider une femme qui avait son enfant malade et tout. Je lui dis bah je suis désolé, hein, même les plus grands dictateurs, ils ont beau être exécrables, mais ils ont des moments de bonté quand même. Donc moi je trouve pas que ce soit particulièrement choquant. Et j'avais bien raison de continuer dans cette voie puisque beaucoup de personnes se sont attachées à ce fameux Félix et m'ont demandé s'il y avait une suite, s'il restait en Martinique. Et c'est vrai que c'était pas prévu. Donc en ce temps-là, j'avais déjà commencé le travail de réécriture d'un deuxième ouvrage. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, bah, je vais le rajouter dans celui-là. Et donc Félix apparaît dans La faute des pères. C'est pas la suite, c'est une histoire qui se passe en parallèle et on va retrouver des personnages dans les deux ouvrages. Donc pour la deuxième histoire, La faute des pères, le titre, c'est pour interpeller. Est-ce qu'on doit rejeter la faute des pères sur les générations suivantes? Là, c'est une question qui mérite, je pense, réflexion. Et on va découvrir au fil des trois ouvrages comment les personnages vont évoluer. Donc cette fois, je me suis focalisée sur trois femmes. Karine, qui est la plus jeune, qui est lycéenne, va se retrouver, bien malgré elle, coincée dans des histoires un peu glauques. Hein. Elle va être témoin d'un meurtre. Et par la suite, il va lui arriver plein d'aventures. Et surtout, elle a des difficultés à s'entendre avec sa mère, puisqu'elle vit dans une famille monoparentale. Énormément de gens en Martinique vivent cette situation. Donc, ces femmes sont très fortes, elles doivent être mère et père en même temps. Et parfois, l'écart d'âge peut être un fossé. Donc, elle va vivre cette situation et va changer de comportement. On va passer de la gentille fille docile et agréable à une fille un peu plus rebelle qui va s'attirer des ennuis et qui va rencontrer ce fameux Félix qui va lui prêter main forte à sa manière pour l'aider dans sa recherche d'identité, dans la recherche de son père. Donc, il m'a fallu 3 tomes pour explorer un peu tous les aspects que je voulais explorer, et notamment le scandale du chlordécone. Je vais en parler un petit peu aussi. Là aussi, c'est suite à une présentation. J'ai eu un lecteur qui m'a interpellé en me disant que oui, qu'il avait lu quelques textes que j'avais écrits et qu'il comprenait pas pourquoi je n'abordais pas le thème du chlordécone. Est-ce que je m'en foutais? Pardonnez l'expression. Donc du coup, ça m'a travaillé aussi. Je me suis dit, il a raison. Je voulais en parler, mais j'estimais qu'avec la poésie, je me sentais limitée. Pourtant, la poésie, ça vient naturellement. J'ai pas de mal à parler d'à peu près tous les thèmes, mais je sentais qu'il me manquait, il manquait quelque chose. Donc du coup, je l'ai mis dans ce fameux roman, dans cette trilogie. Donc là, le premier tome est déjà sorti. Le deuxième ne va pas tarder. Je suis vraiment en train de le peaufiner. Il est pratiquement abouti. Il devrait sortir fin décembre, début janvier. Et ce qui a retardé aussi, c'est encore, c'est de ma faute, la couverture, parce que j'ai la chance de travailler avec mon frère aîné. C'est lui qui me fait mes magnifiques couvertures, mes illustrations. Donc oui, vous avez vu les couvertures. Donc c'est mon frère aîné qui me fait tout ça. Et donc il travaillait déjà sur le tome 2 et je l'ai fait arrêter séance tenante quand j'ai eu l'inspiration du conte et qu'il a fallu faire la couverture et les illustrations. Donc c'est vrai que ça nous a un petit peu retardé, mais normalement la couverture devrait être prête d'ici le mois prochain et si tout va bien, le tome 2 devrait sortir le mois prochain. Voilà. Merci. Avant de passer au conte, je voudrais te poser une question parce que tu as dit à plusieurs reprises comment tu aimais partager.
Et est-ce que tu considères que l'écrivain est un témoin et qu'il transmet d'une certaine façon? Et est-ce que le roman te paraît le genre le plus adapté pour cette transmission, ce témoignage et cette transmission? Je pense que tous les styles sont possibles, parce que je peux aussi bien faire des témoignages avec la poésie. J'arrive à faire des clichés de notre époque, de la société. Donc, les deux se valent, hein, bon, je ne sais pas. C'est selon l'inspiration, vraiment. Moi, la poésie, je peux rester plusieurs mois sans rien écrire. Je ne vais pas me rendre malade pour ça. J'attends que ça vienne. Et puis, une fois que c'est là, j'écris. En fait, je ne contrôle pas vraiment. Hein. La poésie, ça vient, c'est naturel. Tandis que le roman, j'ai pris une décision, je sais où je veux aller et je travaille à partir de cette directive et de cette direction et j'exprime justement tous ces aspects. Ça peut être, je vais parler dans le roman Les Témoins de Jéhovah, de la vie dans les cités, des gens qui habitent dans les HLM, etc. Donc ça, c'est par l'expérience, pour avoir vécu certaines choses, je peux faire ce cliché de la société. Après, la poésie permet de le faire aussi, mais d'une autre manière. Donc ça dépend. Moi, c'est presque au feeling. Presque au feeling. Merci. Alors, passons au conte. Et le conte, c'est un genre dans lequel les femmes ont peu leur place. Et donc, on découvre avec intérêt que tu nous fais un conte. Il est en créole, en français et en anglais. Et donc, tu vas nous dire tout à l'heure pourquoi les trois langues. Et la préface de cet ouvrage, c'est Jocelyn Regina, qui est, comme on dit chez nous, ma pipi dans le domaine du conte. Et il y a aussi le mot de Jude Duranty, qui lui aussi est un ma pipi. Si on décline tous les noms, on va trouver des noms d'hommes. Et donc, on découvre donc et on se pose la question, qu'est-ce qui fait que tu as investi ce genre du conte? Et quand on lit le conte, on trouve tous les classiques du conte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les yécris écras pour commencer. Puisque le conte, en fait, il y a certaines codifications. À certains moments, le conteur, il est toujours en relation avec le public, donc il l'interpelle. Il a des phrases clés qu'on va retrouver au début, au milieu et à la fin, quand il va dire c'est pris fin. Et donc tu reprends dans ton conte tous ces classiques qui constituent le conte créole. En même temps, tu t'appropries ce qui est une des caractéristiques du conte créole, à savoir les animaux comme personnages. Et donc, on va avoir toute une série d'animaux qui vont faire partie de ce conte. Et puis, il y aura une morale, puisque tous les contes martiniquais ont une morale. Et donc, il y aura une morale aussi dans ce conte. Et donc, moi, je vous invite vraiment à lire ce livre avec intérêt. Et tu as raison de souligner les illustrations. Alors, je me suis bien douté que c'était un parent, puisqu'il s'appelle Trop-Brillant. Et elles sont magnifiques. Franchement, les illustrations sont magnifiques. Et elles sont vraiment... Et donc, par conséquent, c'est vraiment... Alors, c'est pas... Comme tout conte, hein, c'est pas très long. C'est pas très long, donc on prend plaisir à suivre cette histoire comme le conte nous fait. Ça fait partie de la vie. Et donc, ma question, c'est pourquoi les trois langues et pourquoi as-tu décidé de t'investir dans ce genre qui, encore une fois, est un genre qui était très fermé aux femmes? Alors, pour la petite histoire, le conte.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je suis revenue de France, donc mes petits problèmes d'adaptation, pourrait-on dire, pour parler le créole. Donc, du coup, j'en parlais pas, mais j'écoutais attentivement, j'enregistrais toutes les expressions, les mimiques, les attitudes, etc. Et j'emmagasinais. Et de plus en plus, j'ai ressenti ce besoin de parler créole, de m'exprimer moi aussi dans cette langue. Donc, du coup, j'ai suivi, par ma branche professionnelle, des formations. Donc, la première, ça a été prise de parole en public. Parce que je peux vous dire que là, bon, j'ai l'air de gérer à peu près, mais c'était pas évident de prendre la parole en public là. C'était un défi. Donc ça a été l'une des premières formations que j'ai suivies. Et ensuite, j'ai suivi une formation en créole. Donc là, j'ai vraiment abordé les bases pour bien comprendre comment ça fonctionnait. Et la troisième formation, ça a été une formation sur l'usage équilibré des deux langues, donc le créole et le français. Et chaque mois, donc pendant 6 mois, on a abordé un volet différent. On a vu la plaidoirie, on a vu le kassala, on a vu le slam, le conte, etc., etc. Donc pendant 6 mois, on a fait cette formation un jour par mois. Le matin, on faisait la théorie et l'après-midi, on passait à la pratique. Donc, le jour du conte, voilà, je me suis retrouvée à devoir imaginer un conte créole à partir de cette formation qu'on avait suivie. Donc, ça a été un exercice périlleux parce que non seulement il fallait écrire ce conte en créole, donc on avait le choix avec les personnages humains ou les personnages animaux. Et j'ai trouvé que c'était plus sympa. C'est venu comme ça, avec les animaux. Donc, ma petite mangouste a fait son apparition. Elle n'avait pas encore de nom, mais j'avais déjà décidé que ce serait une mangouste. Et donc, j'ai écrit quelques petits mots. Et bon, quand il a fallu passer devant tout le monde pour présenter le travail, je me suis débrouillée comme j'ai pu, mais il me manquait des mots, c'était pas ça. Donc, j'aime les défis et on sentit que c'était pas achevé, c'était pas ce qu'il fallait. J'ai travaillé dessus, du coup, je pensais plus à autre chose. Et je me suis focalisée sur ce conte que j'ai retravaillé jusqu'à avoir une version qui me satisfasse complètement. Et sans me douter, outre mesure, que effectivement, le conte était plutôt un domaine masculin. C'est par la suite, en faisant mes recherches, que je m'en suis rendu compte. Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose de dommage, parce que nous aussi, on peut apporter notre pierre à l'édifice, on peut raconter à notre manière des contes. Moi, vraiment, c'était le conte créole qui m'intéressait, hein. Vraiment, avec la tradition, avec le conteur qui raconte, qui attire la foule et qui dit... Est-ce que la cour dort? Moi, je trouvais ça fantastique. J'ai dit non. Donc, j'ai rajouté tout ça. J'ai tenu à le mettre. Et jusqu'à maintenant, moi, je le défends. Et je trouve l'idée tout à fait excellente de la mangouste. Donc, je me suis amusée à enjoliver cette histoire, à donner des noms à mes personnages. Donc, je me suis amusée, par exemple, comme je dis, Fergousse, compère mangouste. Hannibal, compère cheval. Donc, je me suis amusée avec les sonorités. Je me suis amusée aussi avec le créole, puisque la langue est tellement belle qu'on a des images, on a des figures de style, on a tellement de beauté dans cette langue. Je me suis amusée à mettre des mots, des proverbes. Je me suis amusée à mettre des mots marottes. Je sais pas si tu connais, oui, les mots marottes. Non. Non, tu vois, donc les mots marottes, ce sont des mots du créole qui sont peu usités et qui, si on les utilise pas, vont disparaître à la langue. Donc du coup, je me suis un peu aidée dans ce travail par les recherches qu'a mené Jude Duranty et il a fait un petit ouvrage qui recense quelques mots marottes. Donc j'en ai pris quelques-uns. J'ai dit bon, je vais pas aller trop fort non plus. J'en ai pris 5 et je les ai mis dans le conte créole. Donc, par exemple,
Si je vous dis, celui-là, vous le connaissez, si je vous dis Estebekwe, vous vous rappelez, voilà. Si je vous dis Bichou Makwen, et pourtant, Bichou Makwen, ça veut dire très très loin. À côté de Michel Carreté, maman, Michel Carreté, j'ai Bichou Makwen. Voilà. OK? Donc voilà, des petits mots comme ça. Donc je les ai mis dans la version créole qui, pour moi, reste la plus fun. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à écrire cette version. Alors, pourquoi les 3 langues? Parce que par mon travail, je travaille dans un centre culturel et nous recevons souvent des enfants, pour ne pas dire presque tous les mois. Et donc, de par cette collaboration avec les enseignants, ben, j'ai compris qu'ils recherchaient des supports pour travailler avec les enfants et que l'aspect des 3 langues était un aspect qui était très bien perçu. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, innover un genre tout à fait différent, être une femme, être dans le domaine du conte, on y va franchement. Donc voilà, j'ai voulu le faire dans les 3 langues. Et là encore, je suis accompagnée par les amis, la famille. Donc la version anglaise, c'est un cousin qui est professeur d'anglais, donc qui m'a fait la traduction. Et quoi d'autre encore? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les illustrations, la couverture, c'est mon frère aîné qui me les réalise. Et sincèrement, ça a été un très très beau travail, un très beau challenge. C'est la première fois on a utilisé l'IA. Il m'a demandé ce que j'étais pour ou contre. Je lui ai dit ça dépend. Tu me proposes, on verra bien ce que ça donne. Si c'est intéressant, on va voir. Et moi, j'ai été bluffée par le résultat. Les illustrations, moi, elles me paraissent très très bien. Les quelques personnes qui ont déjà vu l'ouvrage, parce que ça vient de sortir, ont été plutôt emballées par le produit. Les enfants ont apprécié parce que le mois dernier, je suis passée dans une dizaine d'établissements scolaires pour présenter ce conte. Et les enfants m'ont réservé un accueil très chaleureux. Et j'ose espérer qu'il va faire son petit bonhomme de chemin et qu'il sera bien perçu. Voilà. Alors Valérie, avant qu'on donne la parole à ceux qui sont là, est-ce que tu veux nous lire un petit extrait de ton conte créole? Alors pour la petite histoire, c'est vrai. Alors Fergus, compère la mangouste, vit en Martinique il y a très très longtemps. Comme je dis, les diables tout petits. Il vit dans une île qui est magnifique, c'est un vrai paradis. Il y a énormément d'arbres fruitiers. Tous les animaux vivent en bonne entente parce que ça encore, c'est des réminiscences de mon enfance puisque quand j'étais en France, j'avais appris une petite chanson. Je ne sais pas si vous la connaissez. Une petite chanson qui dit « Tous les animaux du monde sont mes amis ». Non, vous n'avez pas? Oh là là. Ça donne un truc du genre tous les animaux du monde, tous les animaux sont mes amis, du lion à la colombe, du renard au titi. Voilà. Après, vous pourrez chercher, vous allez retrouver. Donc, cette chanson m'a marqué, mais à un point. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à écrire ce conte, inconsciemment, j'en ai tenu compte parce que les amis de Fergus sont nombreux, ce sont des animaux. Mais quand on fait des recherches et qu'on se documente sur le régime alimentaire d'une mangouste, on se rend compte qu'en fait tous ces amis auraient pu être ses proies, d'accord? Parce que c'est un animal qui a été introduit en Martinique pour chasser les rats et les serpents trigonocéphales, parce qu'on était envahis. Et du coup, il s'est adapté à ce qu'il y avait ici. Et maintenant, il est pratiquement omnivore, il mange de tout. Mais dans mon conte, là encore, c'est ce qui est merveilleux avec l'écrit. On peut faire des digressions, on est dans le monde du merveilleux. On peut écrire ce qu'on veut. Et moi, je voulais que Fergus soit un animal sympathique et qu'il ait plein d'amis. Donc voilà, Fergus va donc organiser un grand painting. Il va organiser le baptême de ses jumeaux. Donc, il va faire une fête, inviter sa famille, ses amis.
Tout se passe bien, tranquillement, jusqu'à ce qu'une bande de sauterelles s'invite à la fête. Et les sauterelles sont désagréables, sont mal élevées, des agoulous grands-fals. Donc, Fergus va tenter. Fergus, il est comme moi, hein, c'est un pacifiste. Voilà, il va aller très gentiment leur demander est-ce qu'elles peuvent partir. Mais bien sûr, ça marche pas comme ça. Hein. Quand on a trouvé une bonne ambiance et puis voilà qu'on est bien, ben, on n'a pas envie de partir. Donc, il va devoir faire appel à ses amis pour les faire partir. Donc, je vais vous présenter un petit passage. Moi, j'ai toujours le coup de cœur pour le créole. Donc, si vraiment vous voulez après en français, je peux vous retraduire après. Fergus, compère mangous, lever mouche rouge. Qui m'a foutu ça? Yo pas qu'à respecter rien. Yo pas les partis. Il a fait autant et puis comprendre à dans un moment. Il courait et puis grand ballon pour faire yo prendre la vol. Mais là, il gardait à gauche, il gardait à droite. Il comptait. 1, 2, 3, 4, oui, 5, 6, mes amis, 7, 8, 9, 10 vagabonds. Il freinait, clouc. Comment? Il a multiplié. Pas tenu tout ça tout à l'heure. Il était saisi. Quand il commençait à gratter, quand il commençait à battre fort, il caillait. Les animaux là, qui étaient là, commençaient à mal parler ces sauterelles-là par rapport à la comportation yo. Mais, yo t'es bien s'en foutu. Gabriel, compère Mel, qui était Adam pied-bois, vini porter une nouvelle, bah, compère Mangous. Bonne sauterelle-là dit comme ça, yo content, parce que jodi jour, yo trouvé boire et puis manger pour rien. Yo jik déclaré, yo poko kapati. Yo bien à l'aise la yo yeya. Compère Fergus te pe di yo merci. Parce en grand l'honneur yo fey, vini à danti la fête là, et puis mettez en si bon l'ambiance. Fergus, compère Mangous, restait estébékoué. Eh ben, belle. Moi, pas d'accord, et puis pièce ces modèles de parole, ça là. Faut que moi dise yo merci pour vagabonnagerie yo ka fait la caille moi. Bon Dieu, souple. Qui m'en peut faire ces bêtes là qu'on en met service à vendre. Mais, bon Dieu, t'es dans un grand voyage au liron la terre. Fergus, compère Mangous, sentit a fait mêler. Il que pète combat. Il grattait tête li qu'a cherché un bon idée. Il comprend, il te besoin secours. Il écrit. Il écrit. Merci, vraiment, merci beaucoup à Valérie. Et nous apprécions d'autant plus à Tous Créoles que nous venons de quitter le mois du créole. Hein, et Tous Créoles, nous sommes, puisque notre nom nous l'indique bien, nous sommes tous créoles et nous sommes très attachés à justement à tout ce qui est autour de la langue créole. Donc c'est un vrai bonheur de pouvoir entendre et de lire à haute voix, parce que souvent le créole doit se lire à haute voix pour savourer toute la musique des mots. Et donc quand on lit et puis quand on entend Valérie, c'est pas la même chose. Donc alors je vous disais aussi au début de ma présentation que Valérie avait également écrit des poèmes qui avaient été mis en chanson. Donc je signale un poème qui s'appelle La Traversée et qui fait référence à la traite négrière, qui a été mis en musique par Edmond Mondésir. Edmond Mondésir est connu parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié la musique et qui joue du tambour. Et le deuxième poème que Valérie a écrit et qui a été mis en musique par Edmond Mondésir s'appelle En temps Robert. Et En temps Robert a été lu comme c'était la dictée créole
qui a été donné à Trinité il y a quelque temps. C'est ce texte-là qui a été choisi. Donc vous voyez que vous avez quelqu'un qui a donc plusieurs palettes à son arc et vous pouvez donc maintenant lui poser toutes les questions que vous souhaitez si vous souhaitez avoir des précisions quelconques. Merci beaucoup. Merci Valérie. Puisque vous êtes timide, malgré la générosité, la chaleur, l'éloquence de notre autrice, eh bien, je vais m'y coller, comme on dit vulgairement. Tout d'abord, je veux féliciter, je me permettrai de vous appeler Valérie, tout simplement, parce que si Daniel vous tutoie, ben, je peux vous appeler Valérie, si vous voulez. Je vous félicite pour ce que vous êtes, pour la personne que vous êtes, déjà. Votre vie, l'immigration, le retour, la biculture, et votre façon de vous en sortir, de rentrer dans vos racines, de ce que vous êtes, c'est un beau chemin. C'est un chemin vertueux, un chemin certainement difficile. Et puis aussi, quand vous parliez, je me suis souvenu, j'avais complètement oublié que j'avais participé à la traduction de textes du premier livre de Jude Duranty, mais j'avais fait une démarche assez originale. J'avais traduit ses textes du créole au français. Et j'ai retrouvé le plaisir de ce jeu avec la langue, de pouvoir trouver les consonances ou sinon les dissonances qui font que on peut exprimer c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, je vous félicite pour cet exercice. Et puis, vous m'avez donné une certaine émotion parce que quand vous avez expliqué comment vous travaillez en vous préoccupant de la matrice qui vous environne, la cité, la problématique, les problèmes, pour romancer et partir du réel pour faire de la fiction, j'ai beaucoup pensé à mon ami Tony Delcham avec qui j'ai travaillé pendant des années d'abord au Naïf et puis après à Antilla, et puis qui est décédé ça fait 3-4 ans. Et je vois que vous continuez, que vous perpétuez ce travail essentiel qui est une façon, je dirais pas ludique, mais une façon agréable de parler aux Martiniquais, des Martiniquais. Je vous félicite beaucoup. Tout à fait, parce que j'estime que la lecture, ça doit être un plaisir. Pour moi, ça a été le cas. Dès la plus tendre enfance, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à lire. Ça m'a permis de m'évader, de m'enrichir, d'apprendre énormément de choses, de découvrir les autres cultures. Et moi, je vois que la Martinique, malgré les problèmes qu'on peut avoir, malgré les difficultés, on est des courageux, on est des battants, on est des guerriers. Et ça me fait beaucoup de mal, beaucoup de peine. Je pense que c'est le côté poétesse, hein, on est très sensible. Donc je pense que ça me fait de la peine de voir que les gens ont tendance à se dénigrer, qui manquent de confiance en eux et qui ne comprennent pas la richesse que nous avons. Nous devons au contraire être fiers parce que si on regarde autour de nous, nous sommes une petite île bénie, nous avons produit tellement de grands sportifs, de grands intellectuels, regardez Fanon, regardez, voilà, il y en a une pléthore. Et malgré ça, les gens continuent à avoir ce manque de confiance en eux. Non, je trouve ça dommage. Donc, j'essaye, à ma façon, de démontrer que on a tout ce qu'il faut ici, on n'a pas à être envieux des autres, et que si on a envie d'écrire comme je l'ai fait, par exemple, un peu thriller, un peu policier, voilà, il n'y a rien qui m'en empêche, je peux écrire comme ça. Si demain je veux faire un manga, pourquoi pas, je me lancerai peut-être dedans, on sait jamais. Donc voilà, donc non, on a de limites que parce que ce qu'on s'impose, on peut faire énormément de choses. Et moi, je suis très fière d'être martiniquaise. Je suis fière si je vais à l'étranger, je vais parler de mon île avec fierté. Et puis, je suis réaliste aussi. Je veux pas à tout prix embellir le tableau. On a, comme tout le monde, il y a des choses qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien. Mais après, je pense que
C'est un peu comme les enfants, on est dans un chemin, moi je le dis toujours, on est dans un chemin de résilience. On doit grandir, on doit affronter nos peurs. On ne doit pas dire non, ça n'a pas existé. Non, non, je suis pas d'accord avec ce style-là. Il faut reconnaître ce qui s'est passé, donc notre histoire. Elle est récente, on est un peuple récent, donc peut-être qu'on n'a pas encore bien digéré tout ce qui s'est passé, mais notre histoire, elle est là. À partir de là, eh ben, il faut construire à partir de ça. Il faut grandir, surmonter nos peurs, continuer à avancer. Et puis, je suis une éternelle optimiste, hein, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, continuer à avancer et puis produire des choses. Parce que on se rend compte, en ouvrant son esprit au monde, à l'international, que des gens au Japon apprennent le créole, apprennent à danser le ballet, voilà, que des Allemands, etc. Dernièrement, j'ai appris qu'une jeune fille de la République tchèque a utilisé Erasmus pour venir en Martinique pour étudier le conte créole. Donc voilà, moi je trouve ça magnifique. Notre culture, elle est belle. Et quand j'entends des gens qui me disent, là dernièrement, j'ai été choquée, un jeune enfant à qui j'ai offert l'ouvrage qu'il a lu pour son anniversaire, et il m'a dit, il est revenu me voir très content. Ah oui, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était bien et tout et tout. Alors, bon, j'étais contente, mais je lui fais, mais quelle version t'as préférée? En créole, en français, qu'est-ce que t'as préféré? Et il me sort. Alors là, moi, ça m'a scotché. Il me sort, en fait, j'ai lu que en français parce que ma maman, elle veut pas que je parle créole, donc j'ai pas lu en créole. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça, elle veut pas que tu lises en créole? Et oui, parce qu'elle trouve qu'il y a trop de gros mots en créole. Ça m'a scié. Il y a pas de gros mots en français? Je suis sûre qu'il doit connaître des gros mots qui viennent de partout et d'ailleurs. Donc, ça m'a quand même... j'ai dit, on est en 2025. Donc, voilà, c'est assez choquant. Non, moi, j'estime que on a un trésor là. Il faut qu'on le développe. Et puis, ça n'a jamais fait de mal à un enfant d'apprendre plusieurs langues. On leur apprend bien l'anglais dès leur plus jeune âge. C'est vrai que géographiquement, c'est stratégique, c'est très bien, mais je vois pas pourquoi on devrait cracher sur le créole aussi. Donc, non, moi, je suis dans cette voie-là. Oui, je suis engagée pour le développement du créole, de notre culture. On a de très belles choses à montrer à l'extérieur. Et à nous-mêmes aussi pour que les gens, je pense, qu'ils regagnent leur estime de soi. Donc, je pense qu'en ce sens que Aimé Césaire a fait une transition qui était nécessaire avec son courant de la négritude. Maintenant, on a dépassé ça et il faut qu'on arrive à tous ensemble à continuer à grandir et à avancer pour notre Martinique. Oui, j'avais une question concernant votre ouvrage intitulé Les témoins de Jéhovah. Alors, je sais que c'est une communauté qui est quand même bien implantée en Martinique, hein, et que je connais bien. Et vous avez dit que le récit, je dirais, ne portait pas forcément sur cette communauté-là. Et tout de même, lorsqu'on voit le titre d'un ouvrage, on est quand même interpellé par ce titre. Et ce serait quand même étonnant que l'ouvrage ne fasse jamais allusion Alors, il y a bien une allusion à la communauté. Vous avez raison. Et je voulais Allez-y. juste savoir Oui. si d'une façon ou d'une autre, hein, vous avez voulu Une critique de quelque évoquer de loin ou de près, hein, c'est la réalité de cette communauté-là en Martinique, parce qu'elle est bien implantée. D'accord. Ah ben non, pas du tout. Donc, pour la petite histoire, vraiment, pour la petite histoire, quand j'ai eu l'idée, parce que cet ouvrage, j'avais déjà prévu un autre titre. J'avais un autre titre au départ. Et un jour, je venais de récupérer mon premier fils à la maternelle, donc on est rentré, je lui ai donné son petit goûter. Et je vous avoue, je suis fan de tout ce que les enfants regardent, les dessins animés et tout. Et du coup, je regardais avec lui un petit dessin animé et on a sonné à ma porte. Et instinctivement, c'est la pensée que j'ai eue. Je me suis dit, ah non,
J'espère que c'est pas un témoin de Jéhovah, parce que voilà, j'étais en train de regarder un dessin animé et ça m'a gêné. Et du coup, quand je suis allée ouvrir la porte, ben non, c'était juste un enfant qui ramenait un marteau que mon mari avait prêté à ses parents. Et je me suis rassise et je me suis dit, t'es pas sérieuse, toi. Et je me suis dit, bah du coup, ça va être une scène dans ton roman, parce que je visualise beaucoup. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais comment je vais mettre ça pour ne pas justement que les gens croient que je parle de religion, pour ne pas choquer, puisque c'est pas le but, c'est un thriller, ça va parler d'autre chose. Et c'est de là que m'est venue l'idée des témoins du mariage de ce fameux Georges Va, et ce témoin martiniquais qui va se retrouver la proie du témoin guadeloupéen qui viendra se venger 10 ans après ce fameux mariage. Donc, j'ai fait une allusion parce qu'effectivement, ils sont présents dans les cités, puisqu'ils passent, ils font du porte-à-porte. Donc, c'est la seule allusion que j'ai faite. Et je n'ai aucun problème ou aucune critique par rapport à leurs convictions. J'en ai même dans la famille. La femme de mon frère, justement, et elle est témoin de Jéhovah. Et elle a lu cette histoire avec beaucoup d'amusement. Et ça l'a interpellée, puisque bien sûr, hein, elle s'est dit, bah, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et quand elle l'a lu, elle a bien vu que ça n'avait rien à voir. Et ça l'a plutôt amusée. Donc voilà, pour la petite histoire. D'autres questions ? Oui, c'est plutôt je cherche le terme, enfin, un avis sur justement ce livre, Les témoins de Jéhovah. Je me souviens d'avoir lu, j'avais même oublié que c'était toi qui l'avais écrit d'ailleurs. Et alors, je me souviens très bien de l'intrigue et la conclusion m'a laissé vraiment surpris parce qu'on ne s'attendait pas. C'est ce kidnapping là, alors on ne s'attendait pas du tout à ce que ça se termine comme ça. Hein? C'est le but, hein. C'est le but. Pardon? Non, mais la manière dont c'est fait, justement, c'est le but. Il faut pas. Quand on lit les premières pages, il faut pas qu'on se doute de ce qui va arriver par la suite. Voilà. Il faut que ce soit. Va se passer encore? Faut garder le suspense, tout à fait. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire comme ça. Et j'espère que les lecteurs ils vont apprécier. Jusqu'à maintenant, bon, j'ai eu des retours assez positifs. Donc ça m'encourage à continuer en ce sens. Et à chaque fois, je mets toujours, comme je l'ai dit, je mets des anecdotes, des choses qui sont qui nous concernent pour que les gens ils se sentent vraiment concernés. J'ai eu des retours après une présentation où j'avais présenté Regard de femme et Destin tragique, et des personnes m'ont dit que ils avaient lu, on les avait forcés à lire de la poésie à l'école quand ils étaient jeunes et qu'ils avaient gardé un mauvais souvenir. Et mais bon, parce qu'ils me connaissaient ou bien parce qu'ils avaient aimé la présentation, qu'ils allaient faire un effort et pour le lire, et qu'ils trouvaient amusant qu'il y ait encore des poètes qui soient vivants. Donc ça m'a un peu interpellée, mais oui, pourquoi pas. Parce qu'ils avaient l'habitude, effectivement, d'entendre parler de poètes morts et enterrés depuis des décennies et qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est toujours amusant. Moi, je pense que toutes les routes mènent à Rome. Donc, si ce sont des chemins qui permettent aux gens d'en venir à la lecture, mon cher, pourquoi pas? Tout ce qu'il faut pour les intéresser, pourquoi pas? Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que les gens reprennent goût à la lecture. Certains ont abandonné, c'est vrai, par rapport à la vie, le quotidien. On n'a pas beaucoup de temps, on veut gérer beaucoup de choses. Mais la lecture permet aussi de souffler un peu, de reprendre un peu son souffle, de découvrir des choses. Et puis, tant que ça parle de nous, de la Martinique, moi, je pense que c'est positif. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que j'y habitais à l'époque quand j'ai écrit celui-là. Ensuite, pour le nouveau, c'est situé au François et à Basse-Pointe.
Là encore, il n'y a pas de mystère parce que je travaille à Basse-Pointe. Donc, j'ai fait des recherches sur l'habitation dans laquelle je travaille. Et à partir de ces recherches, ça m'a aidé à étoffer ma trilogie. Donc, j'aime bien, comme je l'ai dit, me baser sur le réel. Et puis après, je brode autour. Voilà. Au vu du plaisir que vous avez eu à nous lire votre conte, est-ce que vous seriez tenté pour passer le pas d'autrice, à conteuse? Ben, je crois que je vais peut-être me lancer. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à partager les aventures de ma petite Mauguste. Et de plus en plus, tu vois, quand je fais des présentations, je vois l'engouement des lecteurs, des enfants, en tout cas les enfants avec qui j'ai pu présenter cet ouvrage le mois dernier. Je me pose la question, je me dis que je devrais peut-être franchir le pas, mais j'attends encore un petit peu de voir si ça va effectivement servir de support, parce que j'ai eu une très bonne nouvelle il y a quelques jours, une enseignante qui a acheté l'ouvrage, elle est revenue me voir pour en prendre d'autres et qu'elle a distribué autour d'elle. Et du coup, le rectorat m'a commandé des ouvrages. J'ai eu une première commande. Et donc, comme ça, les enseignants vont découvrir Fergus avec leurs élèves. Et je pense que c'est bien parti. Donc, voilà, ça me fait plaisir. Donc, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Ils m'ont même parlé de faire peut-être une petite pièce de théâtre avec les enfants. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Et puis, par la suite, peut-être que alors je prendrai le micro pour le conter réellement. Mais j'attends de voir déjà ce qu'ils vont en faire, parce que ça me fait énormément plaisir de voir que ils s'approprient ce conte et que si les enfants travaillent avec, franchement, c'est une autre étape dans ce que je fais et sincèrement, c'est gratifiant. Je précise, juste, je donne la parole, je précise que ce conte a une morale très positive, hein, que c'est un conte sur la solidarité, sur la puissance de la solidarité, et que ça peut être une magnifique occasion de rencontres intergénérationnelles entre grands-parents et petits-enfants pour faire raconter cette histoire, parce qu'elle est en plus très positive. Effectivement, c'est la morale que j'ai voulu rajouter, parce que souvent, face à l'adversité, on a du mal tout seul à se sortir d'affaires, et que parfois, il faut pas hésiter à appeler à l'aide ses amis, et ensemble, nous plus forts. Moi, je trouve une belle morale, mais c'est venu naturellement à la suite de l'écriture de ce conte. Donc voilà, j'espère que ça correspond bien à l'idée, et puis on verra comment ça sera perçu. Donc je crois que Noah voulait poser une question. Bonsoir. Je suis le fils de Valérie Dalma. Je voulais dire quelque chose. Vas-y. Que maman, je suis fier de ton travail et que j'aime bien tes livres, même si j'en ai jamais lu un. Oui, surtout. Parce que monsieur n'aime pas lire. Mais bon, je suis sûr qu'ils sont très bons. Je te crois. Sinon, il n'y aurait pas eu toute cette personne. C'est vrai? Merci. Merci. Sinon, je voulais aussi évoquer, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc la poésie, c'est un volet qui est important dans ma vie, que j'aime beaucoup. Ça m'a permis aussi de faire face aux difficultés que j'ai rencontrées, notamment, donc on a vécu un événement, enfin plusieurs événements tragiques dans notre famille. J'ai perdu ma petite sœur, j'ai mon frère aîné qui a perdu un enfant aussi, et par la suite, nous aussi, on a perdu un enfant. Donc, c'est cette partie-là qu'on retrouve plus souvent dans Destin tragique.
À cette période-là, j'étais un peu dans ma période un peu sombre. Donc, j'ai tenu à faire un recueil avec des textes qui abordaient des sujets plus graves. Mais vous inquiétez pas, ça donne pas le cafard quand même. Donc, les 3 derniers textes de Destin tragique sont effectivement adressés à mon fils, mais toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. C'est quelque chose que je souhaite à personne. Vivre ça a été non seulement déjà la mort, la perte, c'est déjà traumatisant. Surtout quand c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'était pas malade, c'est toujours un traumatisme. Mais par la suite, tout ce qui est advenu par la suite, les problèmes avec l'hôpital, etc. Donc j'avais l'impression d'être dans un vieux film, un mauvais film. Et donc tout ça, dans tout ce qui m'arrive au quotidien, bah, c'est toujours une source d'inspiration. Des fois, je me dis, c'est pas possible. Il y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. Et après, avec le recul, je m'en sers et je l'écris. Et par la suite, quand j'échange avec les gens, un peu comme vous ce soir, ben, j'ai des retours. Je suis surprise de découvrir que il y a d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires et que le fait de lire ce que j'ai pu produire les a aidés. Donc, l'écriture aussi peut être une thérapie. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Et puis, tout dernier point, j'ai participé aussi à une œuvre collective. Donc, nous sommes plusieurs auteurs. Ça, c'est une nouveauté. C'est sorti il y a 10 jours, je crois. Donc, une œuvre collective qui s'appelle La tombe oubliée des mystères révélés. Donc, en fait, c'est parti d'une idée de Jala. On la connaît un peu tous. Donc, elle a découvert dans un cimetière une tombe qui lui paraissait étrange. Elle était recouverte de lierre. Il n'y avait pas de plaque, il n'y avait rien. Et elle nous a demandé, à partir de cette photo, d'imaginer, de laisser libre cours à notre imagination. Donc, il y a un petit peu de tout dans cet ouvrage. Il y a des nouvelles, il y a des petits contes, il y a des textes, de la poésie également. Et donc, je me suis prêtée à un exercice qui était nouveau pour moi. J'ai écrit une nouvelle et c'était très difficile, hein, parce que moi, avec mes 400 pages, là, écrire 7 pages, c'était dur. Donc, 7 pages à 2, oh là là. Mais bon, on a fini par y arriver. Donc, en 7 pages, on a réussi à écrire une petite nouvelle. Donc, je l'ai écrit avec Madame Lynn Nabo, qui est encore un écrivain martiniquais. Et comme Lynn ne maîtrise pas le créole, donc j'ai fait la version en créole toute seule. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, ça vient de sortir. C'est un ouvrage réalisé par 14 auteurs de l'association Les Auteurs de Martinique. Et voilà, je suis fière aussi de cette petite participation. Voilà. S'il n'y a plus de questions et avant que le président ne clôture, je voudrais vous faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est un poème de Valérie Trodal. Il m'a paru totalement approprié à la circonstance. Il s'appelle « Joyeux Noël et bonne année ». Mon ami sur un arbre perché sifflote un air joyeux, une douce mélopée. Même les animaux semblent à l'avance se délecter. Les joyeuses fêtes de fin d'année sont arrivées. Joyeux Noël et bonne année, semble dire l'humanité. Un bref instant réconcilié avec Mère Nature en vérité. Cette période est propice aux festivités, car l'homme se souvient et par charité fait le bien autour de lui, devient bonté, afin de montrer à tous ceux qui les ont décriés que tout n'est pas perdu, qu'il faut espérer, prier pour que nos rêves d'amour puissent se réaliser. Joyeux Noël et bonne année à tous ceux que la vie a éprouvés durant l'année précédente écoulée. Cyclones, tremblements de terre et autres calamités, rien ne nous a été épargné. Et pourtant, nous sommes là, fièrement plantés sur cette terre où régit une formidable solidarité, goutte d'eau dans l'immensité, mais geste fort pour les familles sinistrées. Joyeux Noël et bonne année,
pour les familles décimées par la maladie, le divorce, les rivalités qui déchirent des gens unis, brisent des fraternités, autour du repas traditionnel préparé avec amour par nos soins agencés, oublier les rancœurs, les trahisons éhontées, pardonner nos fautes passées pour mieux savourer le pain au beurre convivialement partagé et faire de nous à nouveau des frères aimants et soudés. Joyeux Noël et bonne année pour ceux qui ont de la peine et qu'il faut consoler. Chaque jour est un nouveau défi, à nous de le relever. Laissons un gage d'amour, de paix pour la postérité. La Martinique, l'île aux fleurs, berceau de tant d'animosité, pose les armes le temps des cantiques d'une seule voix chantée. Joyeux Noël et bonne année. La vie est dure, nous ne baignons pas dans la félicité, mais nous avons ce pouvoir d'être forts et de résister aux épreuves qui nous blessent et nous font trembler. Et traînons nos filaos de guirlandes enluminées. C'est Noël, c'est la naissance, la nativité. Jésus naît pour nous, pour l'humanité. Et ici, cette symbolique nous comble de gaieté. Nous célébrons ensemble les fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et bonne année. Rhum, liqueur, punch coco à volonté, boudin rouge, jambon et succulent pâté, cochon gras nourri royalement à l'aube sacrifiée, igname du jardin fraîchement récolté et pois d'Angole pour le tout accompagner. Une fois de plus, la tradition est respectée. Joyeux Noël et bonne année. Mon ami qui chante sur un arbre perché, demain sera un autre jour, déjà une autre année. Et la lutte de plus belle reprendra afin de gagner le droit de vivre sur cette terre en toute dignité. Il ne tient qu'à nous de réchauffer nos cœurs à outrance blessés, de continuer d'avancer grâce à cette énergie accumulée chez nous, au sein de notre famille, pour l'occasion reconstituée, durant les fugaces et néanmoins belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et bonne année. Merci Valérie, merci infiniment.